Je m'appelle Serge Page, je suis le dirigeant d'une entreprise qui est basée à Langeais, à côté de Tours. Et notre métier, c'est de fabriquer des moules à fromage. C'est une entreprise qui a une cinquantaine d'années, on opère dans le monde entier. Et on suit tous les fabricants de fromage, des plus petits aux plus grands. La question de l'EFC pour une entreprise comme Servidoril, c'est lié à la matière et quelque part à un modèle économique. Nous, on travaille essentiellement à partir de plastique. Pour faire le lien avec l'environnement, on sait que notre matière, elle sera un jour peut-être moins ou plus disponible. Donc l'idée, c'est de travailler, d'intégrer un nouveau modèle économique qui est basé sur la fonctionnalité et en coopération avec nos fournisseurs et nos clients, avec un objectif d'intégrer soit plus de services, soit aller directement sur un principe d'économie circulaire. Alors le principe qu'on avait retenu dans l'accompagnement qu'on a fait avec Necoe, c'est que non seulement j'étais formé moi, mais après chaque atelier que je faisais au sein de Necoe, on avait un atelier en groupe dans l'usine et j'avais sélectionné un certain nombre des managers de l'entreprise pour travailler avec moi sur les différents aspects de la transition EFC. Et alors les effets, on en a deux en fait. Le premier, c'est évidemment toute la question qui tourne autour de qu'est-ce qu'on vend, pourquoi on le vend, à quoi ça sert, à quoi on sert, quelles sont les problématiques qui sont rencontrées par nos clients avec nos produits. Alors il y a un aspect qui était un peu plus une conséquence, qui n'était pas quelque chose de souhaité, mais qui a été naturel, on va dire, c'est venu naturellement. Ça a modifié énormément la façon dont on travaille ensemble. En fait, l'aspect coopératif, c'est beaucoup retrouvé en interne de l'entreprise. On a beaucoup plus pu créer de réflexions autour du futur, de nos procédures, nos documentations. Ce changement qu'on a pu voir opérer dans l'entreprise, c'est une conséquence en fait. C'est quelque chose qu'on a observé. On l'a observé parce qu'au fur et à mesure des réunions qu'on faisait, on se disait mais comment appliquer telle ou telle partie du référentiel auprès de nos clients ou de nos fournisseurs. Donc on était vraiment tourné sur l'extérieur et de façon assez vraiment naturelle. On a commencé à se poser des questions sur ce qu'on faisait et comment on le faisait nous en interne. On est en parallèle de cette démarche-là engagé sur un certain nombre de projets et du coup on passe aussi en mode projet dans nos façons de réfléchir. Donc on a l'occasion de faire bouger les barrières hiérarchiques de l'entreprise. Et c'est justement parce qu'on est en train de le faire bouger qu'on s'est posé la question de comment on fait pour travailler ensemble. Et comme on était en train de poursuivre cette transition vers l'EFC, eh ben on se l'est appliqué à nous-mêmes, on s'est appliqué à nous-mêmes ce qu'on voulait appliquer avec nos clients. Alors, on parle de réflexivité, on parle d'écoute, on parle de comprendre les externalités qu'ont les services les uns par rapport aux autres. Si on veut parler des faits, on peut aussi parler de la transformation de l'offre. Au départ, on se disait, mais nous, on est dans un modèle classique de fournir des produits. Ils ont une durée de vie, quand la durée de vie est passée, on les remplace. On est challengé par des concurrents, alors, pas très nombreux parce qu'on a la chance d'être sur un marché de niche, mais on a quand même des concurrents qui viennent nous titiller là où on l'était pas avant. Donc la question est de se dire aussi qu'est-ce qu'on propose demain dans notre marché pour se différencier. Donc on est allé chercher l'idée de proposer des services. Quels services proposer quand finalement on a toujours travaillé à fournir des produits? Ça c'est une bonne question et ces questions on les a posées à nos clients. C'est eux qui nous ont amené des idées de services à créer. Alors on est encore en transition, donc on est en train de créer les services. C'est pas des choses que l'on vend effectivement aujourd'hui. C'est qu'on est en train de transformer, d'appliquer un modèle pur produit, volume, prix à quelque chose où on va revoir la contractualisation au travers de services complémentaires aux produits avec un but recherché et unique qui est en lien avec la conférence d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, de façon très contre-intuitive, ce qu'on veut, c'est augmenter la durée de vie de nos produits. On veut quelque part en vendre moins, ce qui est contre-intuitif,
On ne veut pas pour autant perdre notre rentabilité parce que, on a, comme j'ai l'habitude de dire, il y a 60 familles qui dépendent du fonctionnement de cette entreprise. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est justement revoir le modèle de contractualisation pour essayer d'imaginer quelque chose qui n'affecte pas le résultat et la durabilité de l'entreprise. On va prendre un exemple, un exemple qui est récent, là, il date de cette semaine. On a l'habitude, quand on vend des lignes de produits, quand on vend un ensemble de moules à fromage, il faut vérifier que le moule à fromage qu'on va vendre va s'intégrer dans la ligne existante du client. On a un changement de format, enfin bref, il faut aller vérifier que ça fonctionne. Et d'habitude, on fournissait un prototype qui est en fait pas tout à fait un moule à fromage, on appelle ça une maquette. Et cette maquette-là, on va vérifier qu'elle va passer sur la ligne et c'est ce qui nous permet de déterminer la ligne de production ensuite. Une ligne de fromage, c'est des machines, c'est un ensemble de machines, et en fait, qui suit le fromage, il suit plusieurs étapes. Le lien entre ces différentes étapes, c'est ce que nous on produit, qui est le moule à fromage. On remplit le moule, on le presse, on le vidange, on le lave, on le re-remplit, etc. Donc le moule fait le lien entre toutes les machines. Le moule, il sert à donner la forme du fromage et il sert à faire sa fonctionnalité. Alors il y en a qui sont plus ou moins égouttés, plus ou moins pressés, enfin... Il y a 1500 types de fromage en France, donc il y a autant de moules à fromage que de types de fromage. Ça, d'habitude, c'est un produit qu'on vend, ça vaut très cher, et ça sert une fois, et une fois que c'est fini, c'est poubelle. Et là, on est allé voir le client en disant, mais en fait, on va vous proposer un service. Le service, c'est ce qu'on faisait avant sans le dire, c'est-à-dire qu'on va vérifier la compatibilité de nos produits sur votre ligne. Donc ce qu'on vous propose, c'est de venir chez vous, d'identifier les endroits où ça peut poser des problèmes sur votre ligne, de vous conseiller sur la façon dont vous allez utiliser nos produits. On s'assure que tout ça fonctionne et ensuite on va vous fournir les produits. Et cet ensemble-là qui comprend des heures, un peu de matériel, etc., tout ça on vous le vend. Mais on sait que si on fait cette tâche-là de façon correcte, si on fait notre boulot à ce moment-là, alors la durée de vie de vos produits, elle sera garantie par la suite. Et plus tard, si vous le souhaitez, parce que ça, on est aussi, alors ça c'est pas sur ce projet-là, mais sur d'autres projets, on est aussi capable maintenant d'écrire des numéros de série sur des produits, d'utiliser des technologies de QR code, et on va interroger la vie du produit, on va utiliser son utilisation dans l'entreprise. Alors là, c'est quelque chose qu'on veut développer et qui viendra plus tard, c'est la collection c'est comment on va collecter de la data au travers de l'usage de nos produits pour pouvoir amener du conseil à nos clients, toujours dans le même but, augmenter la durée de vie du produit. C'est d'ailleurs ce qui a retenu complètement mon attention quand Isabelle est venue me voir. Dans sa proposition, il y avait quelque chose qui était vraiment unique et particulier dans cet accompagnement. D'habitude, un dirigeant qui fait une formation, on lui propose un modèle de quelque chose et débrouille-toi avec ça, va voir tes équipes et va évangéliser l'équipe. Là, l'avantage de cette formation, parce qu'en plus de ça, on touchait à des concepts un peu nouveaux qui remettaient des choses en question de façon extrêmement profonde dans l'entreprise, l'idée c'était que je me retrouve pas seul à devoir transmettre quelque chose, absorber quelque chose, l'assimiler, le transformer, le transmettre. Il y avait beaucoup de pertes en ligne. Là, l'accompagnement, c'était vraiment son originalité et c'est quelque chose que moi j'ai vraiment apprécié et que les équipes ont apprécié. C'est qu'il y avait un lien entre la théorie et la mise en pratique. La théorie, je la maîtrisais au travers de l'accompagnement dans le collectif avec d'autres entreprises qui nous permettaient d'échanger en inter-entreprise. Et après, on allait voir les autres dans l'entreprise, nos managers. Et l'idée, c'était justement d'expérimenter ce sur quoi on avait travaillé. Donc on se mettait d'accord sur les tenants et les aboutissants et on faisait travailler les équipes. Et moi, je m'intégrais dans ce collectif-là. Cet accompagnement-là, ça a permis d'avoir de l'acceptation, ça a permis de créer des synergies, ça a permis de créer une unité de groupe et pour le coup, une véritable coopération entre les équipes. La partie client, c'est quelque chose qui a été développé dans les ateliers avec l'équipe. Parce qu'on s'est dit, oui, alors, c'est quoi nos externalités, à quoi on sert, comment imaginer un nouveau service, qu'est-ce qu'on pourrait vendre en plus et qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce que les clients rêveraient d'avoir. Et comme il y a toujours un écart entre ce que nous, on pense que le client souhaite et ce que le client souhaite vraiment, et dans les discussions, on s'est dit, mais il faut aller le questionner, ça à un moment donné. Et si on va le questionner chez les clients,
Pourquoi on n'irait pas aussi le questionner chez les fournisseurs pour faire ce lien-là? Et en fait, c'est au travers du travail de groupe qu'on s'est dit, ah bah tiens, ça serait quand même pas si mal si on allait chercher ça aussi et comprendre ce à quoi on sert, qu'est-ce que veulent les gens qui travaillent avec nous, qu'est-ce qui pourrait les aider à faire leur travail dans de meilleures conditions. Bah, le premier conseil, suite à ce qu'on vient de se dire, c'est quand même de bien choisir avec qui on s'engage. Le club ou les gens qui vont accompagner le dirigeant dans cette démarche, il faut qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait des valeurs communes, il faut qu'il y ait donc il faut sentir la personne et les gens et le collectif avec qui on va s'engager. Il faut qu'il y ait aussi un collectif, et c'est indispensable à mon avis que ce soit de l'inter-entreprise, parce que dans un travail comme celui-ci qui remet fondamentalement en cause les modèles économiques, c'est quand même pas mal d'avoir l'avis de ses pairs, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose que moi je recommande, c'est vraiment d'avoir quelque chose en inter-entreprise, mais en intra-entreprise, c'est-à-dire que ça, c'est la plus-value réelle que j'ai pu voir avec les modules qu'on a fait avec Necoe, c'est que il y avait l'écho permanent entre ce que je vivais moi à l'extérieur et ce qu'on allait faire vivre aux équipes en interne. Pour moi, ça c'est primordial, donc il faut vraiment choisir ces modalités-là pour être accompagné et être confortable dans la démarche. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de pas hésiter à prendre des gens dans ses équipes, même des gens à qui on pense pas naturellement. C'est-à-dire que quand on questionne des choses aussi primordiales que l'environnement, nos impacts, etc., il faut aller chercher, je crois, toutes les sensibilités dans l'entreprise. Il ne faut pas aller chercher que les gens qui ont le même mode de pensée que nous. Donc cette diversité-là, elle est très intéressante. C'est par la diversité qu'on va faire sortir les idées originales et qu'on va se challenger. Je l'ai découvert par l'expérience. C'est un peu mon mode de fonctionnement. En fait, c'est comme ça que je fonctionne au naturel. Mais quelque part, la formation m'a conforté dans cette approche-là. Le conseil que je donne, en fait, moi je dis, il faut pas engager cette démarche quand on a le couteau sous la gorge. Moi je pense qu'il faut pas attendre justement d'être dans une situation difficile pour s'engager dans la démarche. Et c'est la responsabilité, je crois, du dirigeant de voir plus loin, d'imaginer les impacts de l'avenir, de l'environnement sur l'entreprise, et d'imaginer ce qui va se passer et d'inciter les changements au modèle économique, même si tout va bien, même si l'entreprise va bien. Et c'est notre cas, nous, notre entreprise, elle avait, sur le papier, elle a absolument pas besoin d'être repensée. Elle fonctionne comme ça depuis 50 ans. Pourquoi ça changerait? Eh bien, justement, ça va changer parce qu'il y a des problèmes environnementaux, des problèmes de génération, des problèmes d'intégration, des problèmes d'environnement. Il y a un problème d'environnement avec un grand E ou de société avec un grand S. Et ça pour moi, c'est ça qui est de la responsabilité du dirigeant. C'est toutes les questions d'échelle de temps. C'est-à-dire qu'en fait, le dirigeant, si aussi le dirigeant il est pris sur le quotidien, c'est-à-dire quand il est dans les difficultés, il n'a pas le temps de penser. On est trop près du problème. Et ça fait un bien fou de pouvoir prendre du recul. Ça fait un bien fou en tant que dirigeant, c'est ressourçant de se dire, ok, je pense autrement. Alors, la question, c'est l'impact. C'est quel impact on a sur l'environnement. Parce que si on regarde que son usine, en tout cas, c'est notre cas, on est très peu énergivore, on consomme pas d'eau, très peu d'énergie, enfin, un peu d'énergie, mais pas de façon considérable comme des gens qui font du verre, par exemple. Nous, le plastique, c'est de la transformation, donc on consomme. Donc l'impact environnemental de l'usine en tant que soi, c'est pas la vraie question. La vraie question, elle est de savoir comment la matière, en fait, ce qu'on transforme, ce qu'on touche. Et en fait, nous, on a commencé par toucher du doigt ça en travaillant un peu sur les premières approches qu'on a fait de bilan carbone. Là, on est en train de le compléter, mais on s'est quand même posé la question, c'est quoi notre impact environnemental? Et puis, on a besoin de comptabilité quand on est dirigeant. De comptabilité avec des euros, mais finalement le CO2 c'est une façon de mesurer son impact sur l'environnement. C'est pas suffisant, c'est pas la seule chose, et puis on peut mettre en place des mécanismes de compensation qui sont pas sincères.
Mais si on regarde sincèrement ce qu'on fait et comment quelle matière on transforme et quel impact a la transformation de cette matière sur l'environnement au sens large, à ce moment-là, on se pose les bonnes questions. Et c'est comme ça qu'on peut parler d'écologie. Parce que on peut faire une usine green avec des panneaux photovoltaïques, avec des arbres. Voilà, on peut imaginer des super choses très écologiques. Mais par contre, c'est l'activité qui compte. C'est quelle est mon activité et comment j'influe sur le monde qui m'environne. Si d'un côté je pose la question du produit, de la matière, de ce que je vends, etc., ça touche ça touche le client, ça touche la chaîne de création de valeur. Mais au milieu, et c'est ça c'est un vrai bon point, le vrai bon point, c'est qu'il y a des humains. Et ce mécanisme de transformation, il met en œuvre l'humain. Moi, je crois, alors c'est d'autant plus facile quand l'entreprise ne m'appartient pas, mais je crois qu'une entreprise, c'est immatériel. Une entreprise, on ne possède pas une entreprise, parce qu'une entreprise, c'est un collectif. Un collectif, et c'est de la création immatérielle d'intelligence, de connaissances, de création de valeur. Et tout n'est pas dans les murs, les machines et le bilan financier à la fin de l'année. Il y a quelque chose qui est très puissant, qui est de se dire, l'entreprise, je l'emprunte aux générations futures. Mon devoir, c'est de leur laisser quelque chose en bon état. Je pense que c'est la même démarche entre l'entreprise et l'environnement. On a l'habitude de dire qu'on emprunte la planète aux générations futures. Je pense que pour l'entreprise, c'est quelque chose qui fait écho. Puis un collaborateur qui vient travailler dans l'entreprise, il vient passer 20, 30, on a même des collaborateurs qui vont atteindre 40 ans de carrière là, cette année. On leur doit quand même de passer ces 40 ans dans des conditions acceptables. Alors il y a les conditions de travail, il y a les machines, il y a l'ergonomie, il y a tout ce qu'on peut faire sur l'environnement de travail, mais il y a aussi toute la façon dont on délivre son travail, toute la façon dont le bien-être, c'est pas qu'un bien-être physique, il y a le bien-être psychologique. Un opérateur qui est en stress parce qu'il n'a pas la bonne documentation au bon moment, parce que il est obligé de s'adapter, parce que le collègue d'avant il n'a pas délivré l'information telle que lui il en a besoin. Ça, c'est des éléments qui sont pesants et qui à la longue peuvent se traduire sur du physique, mais qui en réalité sont des facteurs de stress. Et donc oui, l'entreprise elle doit soigner l'humain comme une ressource. Une ressource, alors ça fait un peu manichéen de traiter l'humain comme une ressource, sauf si on y met un regard de bien-être et de santé au travail.